Calendrier électoral pour l'alternance. Monsieur Alexis Tambwe-Bamba, bonjour. Bonjour Christian. Fallait-il un dialogue pour cela? Ah oui, absolument, c'est clair. Nous sommes arrivés maintenant à la fin du mois d'août, nous sommes en septembre, bientôt octobre. Les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir organiser les élections au cours de cette année-ci. Il y a toute une série de préalables, de contraintes techniques, de contraintes financières. Il était indispensable que la classe politique, la société civile se trouve face à ces contraintes pour pouvoir décider en fait qu'est-ce qui sera fait. Parce que l'objectif, ce sont les élections transparentes, qui soient claires, qui soient acceptables par tous et qui ne donnent pas lieu après à des contestations. Donc il fallait le dialogue. Oui, mais le président Joseph Kabila est président jusqu'au 19 décembre. Il a l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui lui permet même d'aller au-delà. Pourquoi faire appel aux autres maintenant? Non, je pense que nous avons eu en 2006 des élections qui après ont donné lieu à une contestation, alors que la communauté internationale avait considéré que 2006 avait été un test électoral digne des pays parmi les plus avancés. Mais malgré tout, il y a une contestation. M. Tshisekedi avait contesté, il n'était pas là, il n'était pas à ces élections-là. Nous avons eu 2011, il faut reconnaître qu'en 2011, il y a eu pas mal de cafouillages, mais quand même nous avons eu 2011. M. Tshisekedi était partie prenante à ces élections, mais par la suite nous sommes retrouvés avec M. Tshisekedi qui s'était proclamé président, avec le président Kabila qui a été proclamé président par la CENI. Il faut sortir de ces situations-là et nous assurer que les prochaines élections, quand elles auront lieu, ne donneront lieu à aucune contestation. Comment s'en garantir? En 2011, il y avait déjà eu une charte de bonne conduite. Tout le monde s'était engagé à respecter les résultats donnés par la CENI. Et il y avait eu ce qu'il y a eu. Mais vous avez vu le résultat. Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci, ce sera différent de la précédente? Non, mais c'est ça que nous essayons. C'est pour cette raison que la classe politique a été interpellée, la société civile a été interpellée pour dire, bon, voilà, nous avons eu 2006, on a dit partout que ça s'était bien passé, mais il y a eu des problèmes. Nous avons eu 2011, malgré quelques ratés, mais il faut reconnaître que, disons, les élections ont bel et bien eu lieu. Parce que quand vous regardez les différents rapports, quand vous regardez le nombre de personnes qui sont supposées être l'origine, disons, du contentieux, les résultats sont très clairs. Parce que, bon, si vous regardez le rapport Carter, vous regardez le rapport de l'Union européenne, qui donne un chiffre pour dire, bon, voilà, on n'a peut-être pas tenu compte d'autant d'électeurs. Vous vous retrouvez dans une situation où vous dites, tiens, bon, si mettons que par impossible, tous ces électeurs-là ont élu M. Tshisekedi, est-ce que l'écart allait changer? Si par impossible, pour ces cas-là, il y a eu 100%. Ce qu'on a appelé à l'époque, rien ne peut remettre en cause l'ordre d'arrivée. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, à part faire participer à la prise de décision sur le calendrier électoral et donner des explications aux uns et aux autres de la manière à laquelle le processus va se dérouler, quel mécanisme nouveau pensez-vous pouvoir engager de telle manière que, à la proclamation des résultats, on ne retombe pas dans les mêmes écarts? Non, il y aura toujours de la contestation, c'est clair. Nous sommes dans un système et dans un pays où les mauvais perdants vont toujours contester. Mais ce qui est important, c'est que à la face de notre pays, à la face du monde, que nous puissions établir qu'effectivement, les choses se sont déroulées de manière transparente, de manière crédible. Et là, on a des questions majeures pour le moment. Monsieur Corneille Nangaa, le président de la CENI, a fait une présentation qui était formidable sur le plan technique. Sa
présentation devant les délégués a été confirmée par le rapport aussi bien des Nations Unies que de l'OIF, tout comme d'un service américain qui a également travaillé, qui s'est penché sur cette question, disons, d'élection. Il est impossible d'imaginer qu'on puisse organiser des élections aujourd'hui avec le fichier tel qu'il est aujourd'hui, fichier qui a été qualifié de tout ce qu'on pouvait avoir en fait comme appellation en français inappropriée, corrompu, c'est ce qu'on appelle l'option 1. On parle d'option 1, ce fichier de 2011, l'option 2, on réaménage celui-là, ou l'option 3, le nouveau fichier. Mais il y a des questions de fond. Il y a des questions de fond qu'il faut résoudre. Et c'est effectivement aux délégués à ce dialogue à apporter les réponses. La question fondamentale du fichier, c'est qu'aujourd'hui, le fichier tel qu'il est ne tient pas compte des nouveaux majeurs. Et les estimations des nouveaux majeurs, c'est 8,5 millions de jeunes qui peuvent voter et qui seraient écartés s'ils ne sont pas enrôlés. La réalité aujourd'hui, c'est que les Congolais de la diaspora qui ont gardé la nationalité, parce que ceux qui ont pris une autre nationalité du pays où ils sont ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont plus Congolais, mais ceux qui ont gardé la nationalité, ils sont quand même 4,5 millions. Et le fichier actuel a en son sein grosso modo 1,6 million de personnes qui sont décédées. Donc ça fait à peu près 11 à 12 millions. Oui, et ça fait au-delà des 12 millions. Bon, alors le fichier actuel, il a en son sein tous ceux qui sont décédés depuis les dernières élections. Et grosso modo, il y a 1,6 million personnes. Et le fichier actuel comprend à peu près 450 000 doublons. Ça, ce sont des réalités techniques vérifiables qui font qu'il est impossible d'aller aux élections avec un fichier actuel. On ne peut pas écarter les nouveaux majeurs. On a décidé que les Congolais de l'étranger doivent voter sur leurs droits à partir du moment où ils sont restés Congolais et qui sont viscéralement attachés à leur pays. Il faut leur donner la possibilité de voter. Donc 3 options étaient présentées au dialogue. Option 1, je l'ai rappelé tout à l'heure, 2 et 3. Avant le dialogue, la CENI a, semble-t-il, déjà pris la décision de l'option 3. Pourquoi en rediscuter aujourd'hui ? La CENI est allée dans une démarche... D'abord, je rappelle que, de par la Constitution, que c'est la CENI qui organise les élections. Donc, qu'elle ait prise cette option qui lui semblait être la plus valable dans le contexte d'aujourd'hui, personne ne peut lui jeter la pierre. Mais aussi, M. Nanga, quand il a fait son exposé, il a très clairement dit, bon, voici, on a les 3 scénarios. Si vous, classe politique, vous décidez que vous allez écarter les nouveaux majeurs, que vous allez écarter les Congolais de l'étranger, prenez la responsabilité. Donc, il n'a pas écarté cette possibilité-là. Il a dit, si nous partons du fichier tel qu'il existe aujourd'hui, oui, bien sûr, on peut organiser les élections dans les 2-3 mois qui viennent, mais on n'aura pas, à ce moment-là, en fait, ils ont tenu compte ni des nouveaux majeurs qui ont le droit de voter, ni des Congolais de l'étranger qui, aujourd'hui, avant, ils étaient écartés aussi bien aux élections de 2006 qu'aux élections de 2011, mais maintenant, ils ont le droit de pouvoir voter. Ils seraient écartés. Donc, je ne sais pas quelles seront les conclusions des travaux qui se font actuellement en atelier, donc notamment l'atelier numéro 1 qui est censé s'occuper essentiellement des questions du processus électoral. Mais il me semble difficile de ne pas tenir compte de cette réalité qui a été démontrée devant, disons, toute la plénière. Que ce soit l'option 1, 2 ou 3, les élections ne peuvent plus aujourd'hui s'organiser, puisque même dans l'option 1, il eût fallu qu'il y ait des lois qui soient votées à l'Assemblée nationale. Les élections ne peuvent plus s'organiser dans les délais constitutionnels avant le 19 décembre. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Et puis, sur la question des délais constitutionnels,
les gens ont tendance à considérer qu'il n'y a qu'une élection qui est concernée par le délai constitutionnel. Non, la Constitution a mis des délais pour toutes les élections. La Constitution a mis des délais pour les élections provinciales, elle a mis des délais pour les élections sénatoriales. Il n'y a pas que la présidentielle. Donc, mais ce qui est évident, puisque tout le monde est focalisé sur la présidentielle, c'est clair qu'avec les données telles qu'elles ont été présentées, il faut être de mauvaise foi, mais je suis sûr et certain que malgré les discours qui sont tenus par certains des délégués pour la consommation de la rue, la consommation extérieure, après les exposés tels qu'ils ont été présentés, les gens sont conscients qu'il n'y aura pas d'élection cette année-ci. Et affirmer le contraire, c'est mentir à l'opinion. Le dialogue avait été présenté comme le lieu où on va évaluer le processus. Non, c'est ce on qu'on va fait. évaluer les responsabilités. C'est ce qu'on fait. Est-ce que du dialogue, le gouvernement peut sortir tel qu'il y est entré, intact, avec mention bien, ou il doit être sanctionné et changé? Mais personne ne peut dire, en fait, disons, qu'il ne porte pas une part de responsabilité. Mais particulièrement le gouvernement. Feu l'abbé Malou, qui était un homme extraordinaire, je suis heureux de voir que son successeur, en tout cas, a le même niveau de raisonnement sur le plan scientifique et sur le plan technique. À son époque, le feu l'abbé Malou avait présenté un chronogramme complet qui faisait que si la classe politique l'avait accepté à l'époque, nous aurions eu les élections présidentielles avant la fin du mandat actuel du président de la République. C'est la classe politique qui avait rejeté ça. La classe politique dans son intégralité ou une partie de la classe politique? Une partie de la classe politique qui a refusé. Elle avait ses raisons. En disant, oui, il a dit non, cet agenda-là, en fait, disons, bon, mais ne convient pas, ce n'est pas ça qui convenait. Mais Malou avait fait un calendrier électoral complet qui a été rejeté par la classe politique. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et si la classe politique s'était impliquée à l'époque, qu'elle avait accepté, on serait prêt maintenant de faire l'élection présidentielle et législative nationale au cours de cette année-ci. Donc, à la barre des responsabilités de la non-organisation des élections, c'est partagé, le gouvernement peut plaider non coupable ou circonstances atténuantes? Non, je pense qu'il y a des circonstances atténuantes de part et d'autre. Et parmi les circonstances atténuantes pour le gouvernement, ce qui concerne les moyens, il faut savoir que le gouvernement était notamment confronté au fait qu'à un moment donné, il a fallu mettre tous les moyens financiers pour combattre le M23. Et ces phénomènes-là n'étaient pas prévisibles à l'époque. Et les moyens qui étaient destinés pour d'autres activités de l'État ont été finalement envoyés pour faire la guerre. Donc c'est la faute à pas de chance, aucune responsabilité à établir. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité à établir, il faut dire que la responsabilité est partagée. Je refuse la notion de dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Si, mais la responsabilité est partagée. On reviendra au gouvernement un peu plus tard, quand on parlera de l'accord final, en tout cas ce qui, selon vous, pourrait être cet accord final. Je rappelle que vous êtes quand même le modérateur de la majorité présidentielle à ce dialogue. Vous êtes donc le commandant en chef. C'est une charge énorme. Vous êtes le commandant en chef. Tout vient de vous? Oh non, certainement ou pas. Tout vient de l'autorité morale par vous? Non, nous sommes une composante. Nous réfléchissons. Disons que je suis un primus inter pares. Ça veut dire, bon, j'ai été mis là-bas, en fait, disons, mais j'appartiens à une équipe. Je ne suis pas le commandant en chef, tout ne vient pas de moi. Nous réfléchissons, nous sommes une famille. Nous réfléchissons sur les différentes hypothèses. Nous disons, bon, mais je pense que sur cette question, nous pouvons avancer de la manière ci-après. À ce stade, le grand absent, c'est le rassemblement. Oui. Parlons un peu, puisque vous êtes aussi le ministre de la Justice, et donc à ce double titre, vous êtes très intéressant pour tous aujourd'hui. Les mesures de confiance, les préalables, parlons des préalables. Est-ce qu'on peut penser que ce qui a été fait jusque-là est suffisant? Nous continuons. J'ai reçu une liste officielle qui m'a été envoyée avec un courrier signé. Vous parlez de la première liste? La première liste. Celle où 25 personnes ont été libérées. Qui comprenait 26 noms. Dont beaucoup étaient déjà en liberté. Qui comprenait 26 noms
et 3 chaînes de télévision. La note que j'ai envoyée au procureur général, parce que j'ai le pouvoir d'injonction de par la loi, était de dire, Monsieur le procureur général de la République, que les personnes qui figurent sur cette liste, qui seraient encore détenues, soient libérées. La nuance est là, encore détenues. Oui, bien sûr. Moi, j'ai écrit, c'est écrit en français. La langue officielle du Congo, c'est le français. Donc, la note adressée au procureur général de la République est de dire, voici la liste qui a été présentée par l'opposition politique et la lettre de l'ambassadeur Dumont, qui n'était pas très longue, dit voici, dans le cadre du groupe de soutien, la liste telle qu'elle nous a été envoyée par les leaders de l'opposition réunis à Genval. Et il y avait en annexe à cette lettre 26 noms. Après avoir examiné la situation au niveau des instances nationales, nous avons privilégié l'intérêt supérieur de la nation et mon instruction écrite, donc il n'y a pas de discussion là-dessus. J'ai vu la polémique, je n'ai pas compris, mais comme je m'adresse rarement à la presse, comme tout non plus, je ne vais pas aller dans la rue pour commencer à démentir. Mon instruction était de dire, sur cette liste-ci, il y a 2 cas qui n'étaient pas libérables à l'époque. À l'exception de ces 2 cas, toutes les personnes qui seraient encore détenues et qui figurent sur cette liste, vous pouvez opérer leur libération. Elles sont toutes libres aujourd'hui. Elles sont toutes libres, ça c'est clair. Et nous avions également initié, à la demande du président et sur instruction du président, le ministère avait préparé 3 ordonnances portant mesures collectives de grâce. Combien de personnes ont été libérées aujourd'hui, au total? Je vais vous donner les statistiques, mais laissez-moi commenter un peu cela. Ces 3 ordonnances signées par le président de la République au mois de juillet, une des ordonnances reprenait la liste de tous les jeunes de Lucha qui étaient à Goma, qui ont été libérés. À un moment donné, ils ont fait un peu de bravade, en fait, disons, en refusant de sortir des prisons. Lorsque le procureur général m'a posé la question, je lui ai dit, une mesure de grâce présidentielle, c'est une mesure d'ordre public. Elle est opposable aussi bien aux autorités qui pourraient vouloir s'opposer, tout comme elle est opposable, en fait, disons, aux personnes qui en sont bénéficiaires. Donc, s'ils ne veulent pas sortir des prisons, sortez-les des forces, c'est ce qu'on a fait. Bon, maintenant, dans le cas de l'application de ces mesures qui ont aussi été prises dans le cadre de la décrispation générale, à la date du vendredi dernier, il y avait déjà 1746 personnes qui avaient quitté la prison. Mais ça, ils ne comptabilisent pas. Ils ne comptabilisent pas ça, les 1746 personnes qui sont déjà sorties de par les mesures de grâce présidentielle. Et ça, c'est vérifiable. Et c'est sur l'ensemble de la République. Et on va continuer à mettre en œuvre ces mesures. Il y aura peut-être au total 3000 ou 3500 personnes qui vont sortir dans les prochains jours. Vous comptabilisez dans cela ceux qui ont été amnistiés en 2014 et qui devaient déjà être sortis de prison depuis 2 ans? Si vous regardez, j'ai suivi moi-même une fois une radio étrangère qui parlait de 120 à 130 prisonniers, dont les amnistiés de 2014 qui n'étaient pas encore sortis. Et allez vérifier dans votre monitoring, vous retrouverez certainement, disons, cette dépêche. Et à l'époque, c'est l'opposition qui disait il y a 115 ou 120 prisonniers politiques, dont parmi eux les amnistiés de 2014. Effectivement, j'ai examiné avec les services spécialisés et j'ai dit, quel que soit le degré de dangerosité des personnes qui avaient été amnistiées, dès lors qu'elles l'ont été par une loi, on ne peut pas faire autrement, il faut les sortir. Et j'ai signé un arrêté il y a quelques jours pour faire sortir 110 de ces personnes qui effectivement bénéficiaient de l'amnistie depuis 2014 et je sortirai encore dans les prochains jours la liste finale qui comprendrait peut-être encore 70 personnes. Jusqu'où êtes-vous, au nom de cette décrispation, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Combien de prisonniers? Vous avez un objectif? C'est pas question d'objectif, c'est question de voir
tous ceux qui peuvent bénéficier de la mesure. Il est évident que si un jeune quelconque a été appréhendé quand il portait une banderole en disant pas de troisième mandat pour Joseph Kabila et tout cela, on peut considérer que c'est un prisonnier d'opinion. Logiquement, on devrait pouvoir le sortir. Mais si quelqu'un a été mis en prison pour coups et blessures, pour vol, même s'il est le militant de n'importe lequel des grands partis politiques de l'opposition, il ne sortira pas. C'est ça la différence qu'il faut pouvoir faire. Face à face, un invité face à l'actualité. Merci à Didi Binsika, Top Congo Vidéo. Petite interruption due à la pluie. Jusqu'où le gouvernement est-il prêt à aller pour décrisper totalement la situation politique? Christian, le président de la République a signé les 3 ordonnances portant mesures collectives de grâce dans le cadre de la décrispation de la situation générale au niveau du pays. Ces ordonnances datent du 22 juillet de cette année-ci. Et en moins de 2 mois, nous avons déjà fait sortir des prisons plus de 1800 personnes. Si tu remontes les dernières années de notre histoire dans ce pays, tu ne vas pas trouver des libérations aussi importantes en si peu de temps. Et je confirme que nous allons continuer cette opération. Nous avons libéré tous ceux qui étaient sur la première liste qui nous avait été envoyée. Nous avons reçu une liste complémentaire. Parce qu'attention, quand on examine le dossier maintenant, on se rend compte que tous ceux qui ont un cousin et un neveu qui est en prison pour des raisons de droit commun, les mettent sur des listes au motif que ce sont des prisonniers politiques. Il y a donc une commission qui est en train de travailler là-dessus. Il est évident que les droits communs qu'on pourrait faire passer comme étant des prisonniers politiques ne vont pas sortir, quelle que soit la pression qui pourrait être faite autour de leur nom. En parlant de cette commission, le professeur Mouchi Bonane au dialogue regrette que vous ne vouliez pas qui statue des indépendants. Quels indépendants? Comme lui. Est-ce qu'il y a des meilleurs pénalistes que les magistrats du parquet? Il ne faut pas accepter, disons, de la fantaisie. Tout magistrat du parquet est par essence quelqu'un qui maîtrise totalement le code pénal et le code de procédure pénale. Où voulez-vous trouver les meilleurs spécialistes que des magistrats du parquet pour pouvoir statuer sur le droit pénal? Donc, je considérais ça comme étant une intervention. On était en plénière. Monsieur Mouchi Bonane, voulait qu'on sache qu'il était spécialiste du droit pénal. OK, mais tous les magistrats du parquet général de la République et le parquet 1, ce sont des spécialistes du droit pénal. Donc, ces dossiers sont traités par des magistrats. Et au niveau du cabinet du ministère, c'est lui qui suit le dossier, est un premier avocat général de la République. Donc vous ne pouvez pas trouver mieux que ça pour analyser tous ces dossiers-là au cas par cas, c'est clair. Mais on ne va pas maintenant commencer à associer des privés dans l'exercice du pouvoir régalien de l'État, notamment dans le domaine de la justice. Sans que cela soit, soulignez-le, de l'outrage à magistrat. Est-ce que l'on doit faire 100% confiance à des magistrats qui, aujourd'hui, se rendent compte que certains pouvaient ne pas rester en prison? D'abord, ceux qui sont en train de statuer ne sont pas ceux qui ont envoyé en prison. Donc ça veut dire que ceux qui statuent aujourd'hui ont un recul suffisant et ne se sentent pas concernés au départ. Ça ne serait pas la même chose comme si on avait décidé de faire réexaminer les dossiers par les mêmes. Donc, qu'il s'agisse des magistrats au niveau de la Cour suprême de justice ou au niveau du parquet général de la République, ce sont des personnes qui ont foi dans la justice et qui assument leurs responsabilités. Donc, effectivement, je peux vous signaler que dans les temps ordinaires, la plupart de ces personnes resteraient en prison. C'est parce qu'on veut décrisper,
qu'on a décidé de passer en revue tous les cas. Et dans pour répondre maintenant, disons, à votre question, jusqu'où on est prêt à aller, j'ai dit, on a déjà été très loin. On va continuer l'examen de tous les cas, en fait, disons, qui sont susceptibles d'être libérés. Y compris Mais je suis aussi convaincu d'une chose, que nous pourrions libérer aujourd'hui les 27 000 prisonniers qui sont dans la République. Ceux qui ne veulent pas venir et qui sont de mauvaise foi trouveront encore matière à redire. On va tout de suite revenir au cas justement de la participation du rassemblement. 3 petites questions. On peut revenir sur le cas Moïse Katumbi. Quel cas de M. Moïse Katumbi? Condamnation à 3 ans qu'il juge inique, poursuite judiciaire qu'il qualifie de manipulée. Mais je pense qu'il a introduit, disons, des recours qui viennent se présenter et qui s'expliquent devant le juge d'appel. Deuxième question. Et notre procédure, elle est prévue comme ça. Si vous estimez que la décision qui vous a condamné au premier degré est inique, vous allez en appel. Et je pense que ces avocats sont allés en appel. Deuxième courte question qui, j'espère, aura une courte réponse chez vous. Vous avez dit certains veulent profiter du dialogue pour faire libérer des membres de famille. Est-ce qu'on peut dire que dialogue égale blanchisserie judiciaire? Certainement pas. Ça ne se fera certainement pas. Je voudrais confirmer ici de manière tout à fait avec force que tous les cas qui sont susceptibles d'être libérés le seront. Mais que les cas pour lesquels il ne peut pas y avoir de libération ne le seront pas, quelle que soit les pressions. Et c'est pour cette raison que tous les dossiers sont examinés au cas par cas. Et on examine, disons, le dossier sérieusement. Si maintenant les magistrats qui sont en train d'examiner estiment que, effectivement, bon, dans ces cas-ci, malgré que il y a des griefs réels en fait dans la rencontre de l'individu, on peut les libérer, on va les libérer. Maintenant, il peut y avoir des gens contre qui les faits pour lesquels ils sont en prison sont tels que, quelle que soit la pression, quel que soit le niveau, en fait, quelle que soit la personne qui pourrait les demander, ils ne pourraient pas être libérés, parce que sinon ça pourrait choquer la morale publique. Je l'ai d'ailleurs dit, en fait, et disons, lors de discussions, lorsque certains noms avaient été présentés, je dis, moralement, je ne présenterai pas ces dossiers-là, tout simplement. Justement, morale publique, vous en parlez, ça c'est ma 3e question. L'article 13 de la Constitution consacre l'interdiction totale de mesures discriminatoires. Oui. Pour 2 mêmes fautes. Oui. Parce que l'un aura été soutenu par le rassemblement. Mais justement, il se retrouve encore en prison alors que d'autres y croupissent encore. Mais justement. Est-ce que la justice est juste? Mais la justice restera juste. C'est pour cette raison, je vous dis, si on se trouve face à un dossier où un jeune homme quelconque ou une jeune fille quelconque se promener sur le boulevard du 30 juin avec une banderole « Kabila dehors », pas de 3e mandat et tout cela, nous allons considérer ça comme étant l'expression d'une opinion. Excusez-moi de vous interroger, de vous interrompre, mais partons d'un cas concret. Lequel? Cette personne défile sur le boulevard du 30 juin, oui. Elle est arrêtée, elle est condamnée. Oui. Une autre personne a fait la même chose à Ouvira, oui. Mais ne se retrouve pas sur la liste du rassemblement. Que se passe-t-il? On libère celle de Kid, mais parce que personne n'aura demandé pour Ouvira, on ne la libère pas? Non, nous allons considérer qu'à partir du moment où le critère que l'expression d'une opinion a été prise en compte pour libérer, ça concerne tout le monde. À ce moment-là, en fait, disons, qui se retrouvent sur la liste du rassemblement ou pas. Donc on pourra libérer beaucoup plus de personnes que le rassemblement l'a demandé. Bien sûr, c'est clair. Et c'est pour cette raison qu'on examine tous les dossiers au cas par cas. Mais une personne pourrait se trouver sur la liste du rassemblement ou de l'UDPS ou de l'UNC ou de n'importe quoi en première numéro 1 avec des étoiles en disant c'est cette personne-là ou rien.
Et si on constate que cette personne n'est pas libérable, parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas politiques, qui sont peut-être des militaires ou qui sont simplement des citoyens, en fait, disons, mais qui ont commis le même crime et qui sont condamnés à la même peine, on ne peut pas les libérer. Et là, la demande peut venir de tout le monde, ça peut venir, en fait, disons, de tous les milieux. La réponse de la commission et du ministère sera non. Et j'expliquais très clairement, parce que je voulais que sur cette question-là, les choses soient claires, en disant, il y a des cas pour lesquels le ministère ne présentera pas les dossiers. Et que si vous estimez que ces cas doivent faire l'objet d'un débat, il faudra attendre mon successeur, c'est très clair. Et je reste sur cette position-là. On parlait des préalables. Pensez-vous que le rassemblement va venir au dialogue ? C'est ouvert, je pense. Est-ce que vous pensez, le dialogue, en votre... je ne suis pas membre du rassemblement. Et il serait souhaitable qu'il vienne. Parce que nous sommes en train d'étudier, d'ailleurs je regrette finalement qu'on n'ait pas prévu, mais pour la sérénité des débats, il ne fallait pas enregistrer effectivement, mais les choses que nous avons apprises, les présentations telles qu'elles avaient été faites aussi bien par la CENI aurait dû être connues de tous. Oui, mais je pense que si l'opinion publique avait suivi cela, et elle aurait eu, en fait, disons, un entendement totalement différent de ce qu'on véhicule aujourd'hui. C'est vous qui n'avez pas voulu du direct ? Non, le problème, c'est quoi ? Il faut la sérénité. Le direct, je reste bien sûr sur le principe que les débats se déroulent avec sérénité quand il n'y a pas de direct, c'est clair. Parce que, quand il y a le direct, la plupart des gens estiment, quand on est devant le micro, ce n'est pas mon cas, je n'aime pas les micros, mais beaucoup de gens, si vous leur tendez votre micro, ils les gardent pendant des heures, ça c'est clair. En tout cas, merci d'avoir répondu au nôtre aujourd'hui, et de répondre encore au nôtre aujourd'hui. Jusque quand la porte est ouverte? Jusqu'au dernier jour, le rassemblement peut venir? Moi, je pense que jusqu'au dernier jour, il peut venir. Et avec leur grief? Je pense que c'est qui pourrait... Avec leur grief? Je pense que la difficulté qui pourrait se présenter, c'est de dire, nous revenons, on recommence le dialogue. Et ça, je pense que par rapport aux autres qui ont été là-bas depuis le dernier jour, ça serait comme si on les considérait comme des quantités négligeables. Or, ils ne sont pas des quantités négligeables. Mais je pense que tant qu'on n'a pas clôturé, ils peuvent venir à tout moment et dire, OK, vous êtes déjà suffisamment avancé. Nous pensons que sur la question des élections, voici notre point de vue. Maintenant, les travaux se déroulent en commission, ils vont passer en plénière, mais à tout moment, ils peuvent venir et intervenir. Mais ce qui ne serait pas acceptable, c'est de dire, OK, nous arrivons maintenant et on recommence à zéro. Ça, je ne pense pas qu'il y aurait des gens qui vont accepter. À l'issue de ce dialogue, il y aura un accord politique. Quel pourrait-il être, à part le calendrier électoral que tout le monde attend? L'AMP va enfin dire qu'elle accepte l'alternance, c'est ça? C'est ça l'accord politique? Non, d'abord, l'alternance, c'est le souverain primaire qui décide l'alternance. Donc, il n'y a pas d'alternance qui est décidée dans le cadre d'un accord politique. L'alternance est consacrée, bien sûr, parmi les principes, disons, de notre Constitution, qui présente toute une série des dispositions qui fondent la démocratie, parmi lesquelles l'alternance. Mais l'alternance, c'est le souverain primaire qui donne. C'est le souverain primaire qui décide qu'il change la majorité. C'est le souverain primaire qui décide qu'il change les acteurs. C'est pas la classe politique et la société civile réunie à la Cité de l'Union africaine qui décident, voici l'alternance sans élection. Oui, mais pour certains... Il y a alternance après élection. Oui, mais, ça, c'est clair. Oui, mais pour certains, le fait que tous ces délais constitutionnels ne sont pas respectés, qu'on ait pris un peu de retard dans l'organisation des élections, c'est le souci de l'AMP de maintenir au pouvoir Joseph Kabila. Non, pas du tout. Pas du tout. Joseph Kabila, contrairement, disons, à ce qu'ont fait beaucoup de ses pairs, n'a jamais dit, en fait, disons, qu'il changeait la Constitution. L'accord politique va marquer le fait que l'AMP ne changera pas la Constitution? Je ne sais pas dans quel terme l'accord politique sera rédigé. Mais si finalement la classe politique qui est là-bas
la firme, ça sera dans l'accord politique, c'est clair. Moi, je ne peux pas dire au départ, bon, voici comment sera rédigé l'accord politique. L'accord politique, ça sera la résultante des débats qui sont en train d'être menés depuis le premier de ce mois. L'accord politique devrait aussi consacrer, puisque certains ont accepté d'aller au dialogue, puisque certains ne sont pas du même avis que vous, puisqu'il faudra donner des garanties aux uns et aux autres de la tenue dans les délais, les nouveaux fixés que les élections auront lieu, l'accord politique devrait logiquement, je ne vous demande pas la position de l'AMP, je vous demande votre avis, devrait logiquement admettre le fait que le gouvernement soit élargi encore plus à d'autres. Non, cela va de soi, ça c'est clair. L'accord politique... Non, mais c'est clair, je ne pense pas que les gens vont dans un débat politique qui les occupe pendant plusieurs semaines, se font des concessions à gauche, à droite, et puis disent, bon, après l'accord politique, c'est comme avant l'accord politique. C'est une conséquence logique, ça c'est clair. Maintenant, je ne sais pas comment les choses, quelle sera l'architecture de ce qui pourrait se faire au niveau du gouvernement, mais cela va de soi, en fait, qu'il y aura changement, ça c'est clair. Au bout de 16 mois, comme après les concertations? Ça, je ne sais pas du tout. Il faut attendre les conclusions de différentes commissions, les décisions qui seront prises en plénière, le contenu de l'accord politique. Si le contenu de l'accord politique dit il faut un gouvernement d'unité nationale, ça va de soi que le président mettra en place un gouvernement d'unité nationale. Si le contenu de l'accord politique dit bon, ok, on a pris ça et ça et ça et ça, on ne change pas le gouvernement, ok, les choses resteront en l'état. Donc, sur le fond du droit, certains disent que ce dialogue est de ce dialogue résultera un accord de droit privé. Est-ce qu'il aura... Nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle qui fait que la classe politique et la société civile face aux contraintes devant lesquelles on se trouve, face à la situation réelle qui est là, à savoir qu'il n'y aura pas d'élection au courant, disons, de cette année-ci. Bon, il faut trouver un accord. Ce n'est pas le premier, ni le dernier dans le cheminement historique de notre vie politique dans le pays. J'ai été déjà à l'époque à Sun City, de Sun City à Matadi et consorts. Bon, on a abouti à un accord politique qui finalement a permis qu'on puisse mettre en place des institutions qui ont duré sans problème. Donc cet accord sera un énième accord, mais il ne sera pas le seul, le premier dans l'histoire de la République démocratique du Congo.